Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Daunier, qui est professeur de droit civil et de philosophie du droit à la faculté d'Aix-en-Provence. Vous avez notamment publié un livre, Jalons pour une philosophie du droit. Une théologie même. On recule devant rien. Et vous êtes membre du comité scientifique des cahiers Portalis. C'est une revue donc française d'études et de débats juridiques. Vous avez participé également au colloque national des juristes catholiques de France en 2006 et à cette occasion donc vous avez publié Les droits de l'homme, renouveau de la loi naturelle. Je me suis demandé donc si ça n'était pas justement le genre d'ouvrage qui vous amenait à la piste de ce soir, démocratie religieuse et disparition du politique. Me semble-t-il, il y a un lien avec les droits de l'homme. Peut-être que je me trompe. Nous allons donc le savoir et nous vous remercions d'avance. Merci de votre accueil dans ce lieu que je découvre avec plaisir, grâce à l'invitation de Philippe Lallemand. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, le thème qui vous a été annoncé peut paraître peut-être un petit peu loin des thèmes que vous avez l'habitude de voir traités, qui sont plutôt des thèmes historiques, puisque, si j'ai bien compris, il s'agit d'un café histoire ce soir. Bon. Alors, n'étant pas historien, je vais m'éloigner un petit peu de l'histoire, mais quand même y revenir de manière, vous allez voir, assez condensée, puisque nous allons, avec une petite image, je vais vous inviter à franchir un peu plus de 2 siècles. Vous avez sans doute tous vu ceci dans les journaux récents. Il y a une semaine ou deux, on a vu dans plusieurs journaux cette publicité du gouvernement de la République française, ministère des Solidarités et de la Santé, qui nous invite à ouvrir nos fenêtres. Une page entière dans le Figaro, par exemple, pour nous inviter à ouvrir nos fenêtres. Et ça m'a fait irrésistiblement penser à l'une des grandes trouvailles de la Première République, qui avait inventé un impôt sur les portes et fenêtres. Eh bien, en un peu plus de 2 siècles, on est passé d'une démocratie naissante qui impose les portes et fenêtres à une démocratie qui en est venue à nous inviter, par voie de publicité, à ouvrir nos fenêtres pour chasser les miasmes qui peuvent empoisonner l'air de nos appartements. Alors, ça me paraît, ce petit raccourci me paraît assez significatif, justement du thème que je voulais aborder avec vous ce soir, qui est celui, en fond, d'une transformation de la nature même de la démocratie. L'impôt sur les portes et fenêtres, c'est la manifestation d'un pouvoir politique. Un pouvoir politique qui impose sa volonté. Qui impose sa volonté pour recueillir les sommes dont il a besoin pour faire fonctionner l'État. Et il le fait d'une manière très simple, au fond, puisque cet impôt sur les portes et fenêtres, c'est un impôt qui a été inventé tout simplement parce que il est extrêmement difficile d'échapper à un tel impôt, puisqu'il suffit à l'inspecteur du fisc de se promener dans la rue pour compter le nombre des portes et fenêtres et imposer le propriétaire de l'immeuble. C'est très simple. C'est très simple, mais tout se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que le pouvoir politique s'impose, mais de l'extérieur. Il ne pénètre pas à l'intérieur pour aller voir ce qui s'y passe. Il reste à l'extérieur. 2 siècles après, eh bien, le pouvoir politique est entré dans nos maisons pour nous dire d'ouvrir les fenêtres. Alors évidemment, il y a un côté ridicule dans cette injonction, mais il y a aussi, me semble-t-il, le signe d'une transformation totale du pouvoir politique, qui n'arrive plus au fond à imposer sa volonté, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, ce n'est pas encore la question au fond, mais qui n'arrive plus à imposer sa volonté, mais qui cherche plutôt à susciter l'adhésion en essayant de convaincre, au fond, de se comporter d'une certaine manière. Et il me semble que dans ce petit raccourci historique, eh bien, il y a le passage du politique
à quelque chose qui relève davantage du religieux. Et là, je reprends l'exemple de l'injonction à ouvrir ses fenêtres. Évidemment, ça peut paraître dans un contexte chrétien, nous sommes ici dans un café qui ne met pas la croix sous le boisseau, ça peut paraître finalement très éloigné, il peut paraître un petit peu incongru de faire un rapprochement entre l'injonction d'ouvrir les fenêtres et l'aspect religieux. Mais si vous sortez du contexte chrétien, et si on s'aventure dans un contexte religieux différent, au fond plus archaïque, eh bien, si vous lisez par exemple les manuels de droit musulman, avec beaucoup de guillemets à cette expression, qui sont publiés par différentes officines intégristes musulmanes au Soudan ou ailleurs, eh bien, vous verrez qu'en guise de droit, vous avez des pages entières sur la manière de se brosser les dents, par exemple. Donc, cette manière de régler le comportement du fidèle est une manifestation, au fond, religieuse. Et il me semble qu'aujourd'hui, eh bien, on est passé d'une démocratie système politique à une démocratie davantage conçue comme un système religieux qui n'impose plus sa volonté, mais qui cherche à susciter l'adhésion, à être cru. Alors, c'est un petit peu l'idée, si vous voulez, que je voudrais développer ce soir avec vous, enfin vous soumettre en tout cas pour en discuter, en partant d'un constat, d'abord, un constat de l'effacement du politique. Ce constat est assez général aujourd'hui. Il est assez général, il n'a pas une grande originalité, mais il me semble qu'on peut quand même en approfondir certains aspects et surtout montrer que cet effacement du politique est le corollaire d'une transformation, encore une fois, de la nature de la démocratie en une véritable croyance d'ordre religieux. Ça, c'est le constat, et puis ensuite, je vous proposerai une analyse de cette situation. Alors, j'essaierai d'être assez bref pour, évidemment, susciter ensuite la discussion, et d'autant plus que je me suis laissé dire que le plus intéressant était ce qui suivait la conférence, donc autant abréger l'intervention. Alors, le constat, tout d'abord. Le constat, c'est donc d'abord un constat de l'effacement du politique. Cet effacement du politique se traduit par différents symptômes qu'on pourrait énumérer, il y en a plusieurs. Pour rester peut-être dans le cadre de l'actualité, on entend des craintes un petit peu partout actuellement sur le taux d'abstention aux prochaines élections, par exemple, qui me paraît quand même être un symptôme assez significatif de cet effacement du politique que l'on constate de plus en plus au fil et à mesure des différentes élections où il y a de moins en moins de votants, finalement, tout simplement parce que l'électeur moyen finit par se rendre compte que ce pourquoi il vote, finalement, n'a pas d'incidence très importante, puisque les instances politiques qui sont élues, eh bien, ont de moins en moins de pouvoir. Alors, elles ont de moins en moins de pouvoir. Pourquoi ? Au-delà du symptôme, il me semble qu'il faut analyser un petit peu les raisons de cet effacement du politique. Et pour cela, revenir peut-être à ce qui fait, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Julien Freund, dont je vous recommande particulièrement la lecture, l'essence du politique. Qu'est-ce que c'est que l'essence du politique ? Alors, pour Julien Freund, à la suite de Carl Schmitt, c'était la distinction entre l'ami et l'ennemi. Mais il me semble qu'au-delà de cette distinction, sans exclure d'ailleurs cette distinction, mais au-delà de cette distinction, plus fondamentalement, ce qui fait l'essence du politique, c'est la décision. Le politique est le domaine de la décision. Je crois que pour en donner une image assez intéressante et en plus magnifique, on peut se référer, c'est ce que faisait Pierre Boutan dans son La Fontaine politique, on peut se référer à une fable de La Fontaine, qui est une fable éminemment politique, qui est celle de l'alouette et ses petits avec le maître d'un champ.
Alors, je ne sais pas si ça rappelle des souvenirs à certains d'entre vous, mais cette fable est celle de la décision politique. L'histoire est très simple, c'est une alouette qui a un petit peu tardé à pondre ses œufs, de sorte que les petits de l'alouette naissent un peu tard, et au point qu'ils ne savent pas encore voler au moment de la moisson. C'est un petit peu gênant parce qu'elle a fait son nid dans un champ de blé, et évidemment, si le champ de blé est moissonné, la vie de ces petits est menacée. Et donc, le temps de la moisson arrive, l'alouette continue à aller chercher de la nourriture pour ses petits, jusqu'au moment où, un soir, en revenant, eh bien, elle trouve une panique générale dans le nid parce que le maître du champ est venu et a annoncé qu'il allait appeler ses voisins pour l'aider à moissonner. Et demain, le lendemain, et l'alouette dit à ses petits, ne vous inquiétez pas, demain il ne se passera rien, je vais retourner vous chercher de quoi vous nourrir, restez tranquille. Et effectivement, le lendemain, personne ne vient. Le soir, le maître du champ revient et il dit cette fois-ci, bon, c'est un petit peu la parabole évangélique, hein, cette fois-ci je vais aller chercher mes cousins, ma famille, et puis bon, finalement, le lendemain, personne ne vient. Et au fur et à mesure, les petits grandissent, et le troisième jour, le maître du champ arrive en disant bon, désormais, on va plus attendre personne. Je vais demander à mes fils de venir avec moi et demain nous allons moissonner le champ. Et là, l'alouette dit bon, maintenant c'est le moment, il faut partir. Voilà. C'est la décision politique. Si elle était partie 2 jours avant, elle envoyait ses petits à la mort parce qu'ils ne savaient pas voler. Au bout de 2 jours, ils savaient voler, ils ont pu se débrouiller. La décision politique, c'est justement c'est la caractéristique de cette... alors je vais faire plaisir à l'une d'entre vous, de cet habitus particulier qu'est justement l'habitus politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... alors en langage chrétien, on dirait de grâce d'État, finalement, qui fait qu'il y a une personne est, par position, située de manière à prendre la bonne décision au bon moment. Mais ce qui caractérise le politique, c'est justement qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choix à effectuer. Et ces choix ne sont pas imposés par une connaissance. Bien sûr, il faut connaître la réalité pour pouvoir prendre le choix, mais en dernière analyse, il faut décider. Et c'est ce qui distingue le domaine du politique du domaine de la morale, par exemple. Dans la morale, au fond, il n'y a pas véritablement de choix. Il y a d'abord à discerner le bien. Et une fois que le bien est discerné, évidemment pas facile, hein, mais une fois que le bien est discerné, il n'y a pas d'alternative. Hein, la solution s'impose d'elle-même, si vous voulez, par le discernement de ce qui est bien. Alors que dans le politique, il y a un choix, et un choix qui est relativement indifférent, finalement. L'essentiel, c'est que la décision soit prise, et soit prise au bon moment. Or, pour revenir à des choses beaucoup plus triviales, nous éloigner un petit peu de La Fontaine, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le discours politique se présente comme un discours dans lequel il n'y a plus de choix possible. C'est-à-dire que, finalement, il n'y a plus qu'une seule solution. C'est ce qu'on appelle la pensée unique. Mais la pensée unique, c'est finalement, c'est le contraire d'une pensée d'abord, et c'est le contraire surtout d'un choix politique. Le politique suppose un choix entre 2 options, plusieurs, mais au moins 2 options. Et c'est le choix qui fait, finalement, qui ordonne la décision prise au bien commun. Je vous prends là aussi un exemple un petit peu simpliste, mais c'est l'exemple du code de la route. Sur les chaussées, eh bien, il faut se mettre d'accord pour rouler soit à droite, soit à gauche. Il n'est pas plus juste de rouler à droite qu'à gauche. Ce n'est pas une question de justice. Ici. Il ne s'agit pas de discerner ou de bien. Il n'est pas meilleur de rouler à droite qu'à gauche ou inversement. En revanche, il serait catastrophique de ne pas décider si on doit rouler à droite ou à gauche. Et ça, c'est une décision politique. Or, aujourd'hui,
eh bien, on nous présente dans le discours politique le fait qu'il n'y a pas finalement de décision à prendre, qu'il n'y a qu'un seul choix qui s'impose. Et dès lors, eh bien, le politique ne peut que disparaître au fond et se fondre dans autre chose. Il me semble que cet effacement du politique provient du fait que, eh bien, on a perdu le sens de la décision qui fait l'essence du politique. Alors, si le politique n'est plus le lieu du choix, de la décision, qui n'est pas arbitraire, hein, bien entendu, qui se fonde sur des raisons, mais enfin, il faut à un moment donné prendre une décision et l'imposer, eh bien, sur quoi, qu'est-ce qui va remplacer, au fond, cette dimension politique? Eh bien, c'est une dimension morale et, en dernière analyse, religieuse. Alors, on peut en voir plusieurs exemples, plusieurs illustrations, plusieurs manifestations. J'en prendrai trois, si vous voulez, trois exemples très différents, vous allez le voir. Le premier exemple d'actualité, là aussi, c'est celui de la politique extérieure des gouvernements démocratiques. Cette politique extérieure, c'est un lieu commun, hein, je n'invente rien en disant ça, eh bien, est aujourd'hui entièrement orientée par des considérations qui se veulent des considérations d'ordre moral. Hein, c'est-à-dire que il n'y a pas, enfin, la politique étrangère n'est plus un jeu de puissance, donc échappe à la décision politique, mais est le lieu d'expression d'une morale. C'est-à-dire qu'on va défendre le bien. C'est l'empire du bien. Et évidemment, l'ennemi est celui qui incarne le mal, toujours. Alors, bien sûr, il y a dans tout cela une forme d'instrumentalisation assez évidente, hein, du bien et du mal, bien évidemment, mais il y a quand même cette idée que, par exemple, on ne fait plus la guerre, enfin, les États démocratiques ne font plus la guerre pour des raisons politiques, pour des raisons de puissance, mais uniquement pour des raisons morales, pour imposer le bien, finalement. Et on voit très bien dans l'affaire ukrainienne ces derniers jours une espèce d'opposition frontale entre deux conceptions, une conception politique des relations internationales, avec toute la brutalité qu'elle peut engendrer, mais qui est l'exercice d'une puissance, au fond, et de l'autre côté, eh bien, des démocraties occidentales qui eh bien, présentent l'adversaire comme finalement l'incarnation du mal et présentent leur opposition comme la défense de valeurs. Donc, toute la politique extérieure des démocraties occidentales est une politique qui est d'ordre moral. On en voit une illustration particulière avec le rôle attribué à la justice internationale. On a une sorte de juridicisation, pourrait-on dire, de l'espace politique à travers notamment les juridictions internationales, la Cour pénale internationale ou les tribunaux pénaux qui ont été constitués à la suite de différents conflits, qui visent à juger, au fond, de la moralité, parce qu'il s'agit de cela, au fond, des belligérants dans un conflit armé. Alors, bien sûr, il y a toujours eu une exigence morale dans les relations sociales, quelles qu'elles soient, y compris jusque dans la guerre, mais ce qui est nouveau ici, c'est que finalement la guerre se gagne dans le prétoire. C'est-à-dire que le but de la guerre n'est pas d'affirmer une puissance, d'affaiblir politiquement un adversaire, mais d'obtenir sa condamnation morale par un tribunal. Et donc là, on a alors évidemment une instrumentalisation de la justice internationale, c'est vrai, mais il y a quand même cette idée qu'on ne peut pas, au fond, faire la guerre pour autre chose que pour le bien.
C'est-à-dire que la justification de l'action politique des États démocratiques est une justification qui ne peut être qu'une justification d'ordre moral. Ce qui légitime l'action politique est toujours d'ordre moral. Autre illustration, alors là on change tout à fait de registre, mais je vais vous donner cet exemple parce qu'il me paraît tout à fait significatif. Alors là je vais reprendre ma posture de juriste pour vous entretenir d'un point qui peut paraître très technique mais qui me paraît assez révélateur. Dans les relations privées, entre personnes privées, dès qu'il y a un élément étranger à notre ordre juridique, en France par exemple, eh bien, vous avez un litige dans lequel il y a un élément extérieur à l'ordre juridique français qui apparaît, se pose la question de savoir en fonction de quelle loi il va falloir trancher ce litige. Alors, vous avez des règles de conflit, on appelle des règles de conflit de loi, qui vont déterminer la loi applicable au litige, et ces règles peuvent donner compétence à une loi étrangère. Les tribunaux français appliquent tous les jours des lois étrangères. Mais il se trouve que, avant d'appliquer une loi étrangère, traditionnellement, eh bien, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la loi étrangère quand même. Parce que la loi qu'on va utiliser, elle va servir à rendre une décision de justice qui va s'intégrer dans notre ordre juridique interne. Et donc, il ne faut pas que le contenu de cette loi étrangère perturbe trop notre ordre juridique. On peut admettre des différences, mais enfin, on ne peut pas admettre quand même des choses qui remettraient en cause les fondements de notre ordre juridique. Et donc, traditionnellement, on a un mécanisme qu'on appelle l'ordre public, qui permet d'évincer une loi étrangère, de ne pas l'appliquer, alors que normalement elle devrait l'être, parce que son contenu heurte ce que le juriste du siècle dernier a appelé les fondements politiques et sociaux de la civilisation française. Alors, vous voyez qu'ici, on a un instrument juridique qui est un instrument de défense de notre ordre politique. Et par exemple, eh bien, pendant des décennies, on a ainsi écarté des lois étrangères qui, par exemple, avaient une conception du mariage qui n'était pas compatible avec ce que nous considérions comme le mariage, par exemple le cas du mariage polygamique, voilà, au nom de la défense de notre ordre politique. Eh bien, cet usage de l'ordre public est devenu aujourd'hui quasiment impossible devant les tribunaux, sauf à justifier l'éviction de la loi étrangère par, on devait y venir, les droits de l'homme. C'est-à-dire par une règle morale. On ne va pas dire « j'évince cette loi étrangère parce qu'elle remet en cause les fondements politiques de l'État français ». Non. On ne peut écarter l'application d'une loi étrangère que à condition qu'elle soit contraire aux droits de l'homme. Alors, si vous voulez évincer une loi étrangère, il faut que vous trouviez un fondement dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas très compliqué, parce qu'on trouve tout dans la Convention européenne des droits de l'homme, on peut lui faire dire à peu près tout et n'importe quoi. La Cour européenne des droits de l'homme ne s'en prive pas. Mais enfin, voilà, on n'ose plus opposer l'ordre public à un ordre juridique étranger. On n'ose plus, sauf en passant par le biais des droits de l'homme, et de préférence dans leur version européenne. Parce qu'on pourrait aussi se fonder sur les droits de l'homme au sens de la déclaration de 89. Non, on préfère se référer à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc vous avez là aussi une disparition, au fond, du domaine du politique dans le domaine des relations internationales, on l'a vu, ici dans le domaine des relations privées internationales, au profit d'une approche purement morale. Et enfin, dernière manifestation, peut-être la plus significative, et là je reviens à mon affiche de tout à l'heure, c'est la situation que nous avons connue, nous connaissons encore depuis 2 ans maintenant, avec l'épidémie de coronavirus. On a là, me semble-t-il, une illustration assez significative et de manière globale justement du changement de signification de la démocratie. C'est-à-dire que dans toutes les démocraties, finalement, on a eu à peu près la même situation de pouvoir politique qui
pour prendre la dernière étape, si vous voulez, de cette situation, qui ont présenté la vaccination comme le moyen de quasiment sauver l'humanité. C'était, bon, je ne prononce pas sur l'aspect médical, je ne suis pas médecin, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été annoncé. Et parallèlement, ces mêmes pouvoirs démocratiques se sont révélés totalement incapables d'imposer une vaccination qu'ils présentaient par ailleurs comme absolument indispensable pour sauver la vie de la population. Alors, si bien que, il me semble que lorsqu'on parle, certains parlent, j'ai envie de dictature sanitaire par exemple, il me semble qu'on est là aux antipodes de la dictature. Une dictature aurait imposé une vaccination obligatoire. Encore une fois, je ne dis pas que ça aurait été bien ou pas bien, mais enfin, une dictature, c'est ça. Une dictature, c'est un pouvoir politique qui s'impose. Or, on a assisté à quoi? Eh bien, pas du tout une obligation vaccinale généralisée, mais une espèce de propagande, mais qui vise à obtenir le consentement volontaire, l'adhésion volontaire des populations à ce qui est présenté comme une nécessité, mais sans utiliser pour autant des moyens politiques. Les moyens politiques, encore une fois, ça aurait été eh bien, de faire comme faisaient les révolutionnaires avec l'impôt sur les portes et fenêtres, d'imposer une vaccination obligatoire. Pour des tas de raisons, notamment juridiques, les différents gouvernements démocratiques ne l'ont pas fait, de rares exceptions près, en tout cas de manière générale, et ont plutôt privilégié justement cette espèce de prêche, au fond, de prédication, ici, pour convaincre qu'effectivement, il fallait se faire vacciner. Alors, avec des moyens de coercition, bien entendu, mais des moyens de coercition qui ne sont pas très différents, finalement, de ceux qu'utilisait, pour ne fâcher personne, Charlemagne pour convertir les Saxons, ou de ceux qu'utilisent aujourd'hui encore certains pouvoirs musulmans pour contraindre de fait les chrétiens à la conversion. C'est-à-dire que finalement, les moyens de coercition sont là non pas pour obtenir directement le but recherché, à savoir la vaccination par exemple, mais l'adhésion volontaire à ce qui est présenté comme un bien. Et on a aujourd'hui des gouvernements qui ne sont plus à même d'imposer au fond une solution politique et qui, en revanche, eh bien, essaient de nous convaincre qu'il faut ouvrir ses fenêtres. Voilà. Vous voyez, on tombe dans des choses absolument ridicules, mais pour finalement éviter d'utiliser des moyens politiques. Et cela me paraît assez significatif de cette évolution qui fait que la démocratie, finalement, de système politique, de régime politique, devient, enfin, c'est vidé de son contenu politique, en quelque sorte, pour devenir une sorte de religion qui cherche à obtenir l'adhésion, qui cherche à être cru. On a des pouvoirs politiques qui ne cherchent plus à être obéis, mais à être crus. Et on a beaucoup souri, parfois, même si le sourire était un peu amer, des contradictions du discours politique sur le coronavirus, mais ces contradictions, au fond, ne sont pas incompatibles avec, justement, le caractère religieux de ce discours. Parce qu'il ne s'agit pas de convaincre rationnellement, il s'agit d'être cru, voilà, de susciter un acte de foi, une adhésion de foi. Et au fond, eh bien, plus c'est irrationnel, plus c'est d'une certaine manière crédible. Hein, ça relève non pas de la conviction rationnelle, mais, je ne dirais pas de la foi, parce qu'il ne s'agit pas de la foi, mais d'une croyance, voilà, une croyance religieuse, de nature religieuse. Et ce que le mode de gouvernement, au fond, et le changement d'ailleurs de terme, de passage du gouvernement à la gouvernance, est assez significatif de cette évolution. Le gouvernement impose, la gouvernance, eh bien, suscite l'adhésion plus ou moins spontanée, plus ou moins contrainte, mais l'adhésion malgré tout des citoyens
au discours politique. Donc, oui, ce qu'on a, me semble-t-il, c'est à la fois des pouvoirs démocratiques qui se vident de leur contenu politique et qui deviennent, en revanche, qui se remplissent en quelque sorte d'un contenu qui est un contenu de plus en plus moral ou religieux. Donc ça, c'est le constat que l'on peut faire. Essayons maintenant, brièvement, de l'analyser. Alors, pour mener cette analyse, je crois que, et pour le coup, on va faire un petit peu d'histoire et justifier ma présence dans ce café Histoire, remonter à ce qu'on pourrait appeler peut-être la matrice française. C'est-à-dire que la démocratie est un régime politique qui, aujourd'hui, est répandu dans de très nombreux pays, mais qui a des origines diverses. Alors, historiquement, vous voyez, deux grandes origines de la démocratie moderne, hein, c'est l'origine anglo-américaine, d'un côté, et l'origine tirée de la Révolution française. Avec des contextes historiques tout à fait différents. Et pendant très longtemps, on a eu une spécificité française qui fait que, dès l'origine, mais surtout à partir de la Troisième République, de manière très, très cohérente et construite à ce moment-là, me semble-t-il, eh bien, la démocratie en France s'est présentée davantage comme un système religieux que politique. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le monde anglo-américain, où la démocratie est née dans un contexte d'une religion établie dans laquelle la démocratie a trouvé sa place, finalement. En France, c'est tout à fait différent. Et je voudrais prendre ici un exemple qui me paraît là aussi significatif. Au début de la Troisième République, quand donc la République s'installe, lorsque les républicains prennent le pouvoir, très rapidement, ils vont prendre deux décisions concomitantes d'ordre symbolique, mais qui me paraissent particulièrement significatives. Vous savez qu'en 1871, la Commune a incendié un certain nombre de monuments de Paris, et notamment les Tuileries. Bon, enfin, les Tuileries n'étaient pas le seul monument incendié par la Commune, il y avait l'Hôtel de Ville par exemple. L'Hôtel de Ville a été reconstruit, les Tuileries ont été détruites. Et c'est au même moment que les gouvernements de la Troisième République, les gouvernements républicains de la Troisième République, prennent une double décision de raser les Tuileries et de transformer l'église Sainte-Geneviève en panthéon des grands hommes de la République. Les deux décisions sont absolument concomitantes. Alors, il me semble que c'est assez significatif de ce qui était à l'époque une spécificité de la démocratie française. À savoir que le but du pouvoir républicain en France n'est pas de s'emparer du pouvoir politique. Au fond, le pouvoir politique ne l'intéresse pas les républicains. Le pouvoir politique, c'est les Tuileries. C'est le siège du pouvoir politique. Eh bien, ce siège est détruit, il est rasé, il n'en reste rien. En revanche, on s'empare d'une église pour en faire un temple à la gloire des grands hommes de la République. Il me semble que c'est une sorte de parabole de ce qu'est la démocratie dans le contexte issu de la Révolution française. C'est-à-dire que, on pourra y revenir dans la discussion, il y a une sorte de conscience des républicains de la Troisième République, mais c'était déjà le cas, au fond, dès la Révolution, de manière un peu brouillonne, mais c'était déjà le cas, on pourrait en voir des prémices, mais enfin une conscience que, finalement, le pouvoir politique, la démocratie ne peut pas habiter le pouvoir politique. Je reviens à cette notion d'habitation ici. On ne peut pas s'incarner dans un pouvoir politique, au fond, en France. Voilà, il y a une sorte de réticence à l'égard du politique, qui est peut-être une forme de conscience d'une illégitimité fondamentale, d'ailleurs, sur laquelle on revient régulièrement
Au fond, quand Emmanuel Macron a dit que la France ne s'était jamais remise de l'exécution de Louis XVI, au fond, c'est toujours la même idée. Il y a une sorte de conscience, enfin conscience peut-être inconsciente d'une certaine manière, du fait que, eh bien, il y a une sorte d'illégitimité politique au fond de la démocratie, qui fait que, eh bien, ce pouvoir qui ne peut pas finalement être véritablement un pouvoir politique, eh bien, se remplit d'un contenu religieux. Alors c'était là une particularité française, et ça devient aujourd'hui une sorte de caractéristique générale de tout pouvoir démocratique. Et ça me paraît une évolution particulièrement significative aujourd'hui de la démocratie. Alors, cette évolution, elle a fait l'objet d'une analyse, d'ailleurs, dans le contexte français, d'une analyse particulièrement riche et intéressante, je trouve, qui a opposé au début du XXe siècle deux auteurs, plus ou moins oubliés ou connus, qui sont Marc Sangnier et Charles Maurras. Alors, certains d'entre vous ont peut-être à l'esprit l'un des ouvrages de Maurras qui s'appelle Le dilemme de Marc Sangnier. Et dans cet ouvrage, en réalité, Maurras retrace le débat qu'il a eu avec Marc Sangnier, qui est présenté, pas tout à fait exact, mais enfin qui est présenté comme l'un des pères, en tout cas l'un des fondateurs de ce qui deviendra la démocratie chrétienne. Mais en réalité, la pensée de Sangnier est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante que ce que pourrait laisser penser cette filiation un peu vite affirmée. En réalité, au début donc, du XXe siècle, Sangnier fait le constat que justement la démocratie en France vide le politique de son contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique finalement. Ce que Maurras appellera dans son dialogue avec Sangnier l'armature politique de la France, eh bien, est en train de disparaître. Parce qu'on a un pouvoir politique qui est faible, qui ne remplit pas justement la fonction politique qui normalement devrait lui incomber. Et donc il y a une sorte de déliquescence du politique. Et Sangnier, prenant conscience de cela, eh bien, essaie de trouver une solution parce qu'il est effrayé par les conséquences de cette déliquescence du politique. Il voit très bien que si cette armature politique disparaît, eh bien, la société civile va devenir, va ressembler à finalement ce que les philosophes des Lumières imaginaient sous le terme d'état de nature, mais plutôt dans sa version Hobbes, dans sa version sinistre, la lutte de tous contre tous, la loi de la jungle, homo homini lupus. C'est un petit peu ce que craint Sangnier, ce qu'il voit apparaître dès lors que cette armature politique disparaît. Et donc, il va réagir en chrétien, et il va finalement imaginer que cette évanescence du politique, eh bien, peut être l'occasion de remplacer, au fond, le politique par une christianisation de la société. Et Sangnier est à l'origine de cette distinction qui est aujourd'hui assez courante entre la société civile et le politique ou la société politique. Et Sangnier, finalement, fait son deuil de politique en disant, bon, la démocratie, finalement, est incompatible avec une armature politique de l'État, mais peu importe, christianisons la société. Et de cette manière-là, eh bien, la société va tenir d'elle-même, finalement, elle va tenir toute seule, justement, parce que les obligations morales que chacun se reconnaîtra font que la société va tenir sans avoir besoin d'une structure politique ici qui deviendrait dès lors inutile. Sangnier fait le pari de l'inutilité du politique. Et il voit bien que finalement il faut remplacer ce politique par du religieux.
Et comme il est chrétien, il veut que ce religieux soit chrétien, et même catholique. Et il voit très clairement aussi que si on ne parvient pas à christianiser la société, eh bien la démocratie va devenir une religion. Va devenir une religion de remplacement, une religion de substitution. Et c'est ce qu'il ne veut pas. C'est ce qu'il veut éviter. Et d'où son idée eh bien, de faire du christianisme, au fond, ce qui pourrait être, dans son esprit, le support d'une société civile qui se passerait de politique. Et Maurras lui répond que c'est pas possible. Il répond que c'est pas possible et que on ne peut pas finalement se passer de la médiation politique. Alors, pour des raisons d'ailleurs religieuses, mais que Maurras ne développe pas en raison de l'état, de sa position à l'égard de la foi à ce moment-là du moins, mais aussi eh bien parce que la médiation politique est indispensable justement pour prendre des décisions dans des domaines où la morale, finalement, n'intervient pas directement, ou du moins ne suffit pas à justifier la décision prise. Et il y a donc ici une opposition entre ces deux positions antagonistes, et Sangnier voit très bien que c'est un dilemme, effectivement, et que finalement, le dilemme de Marc Sangnier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est soit on christianise la société et on peut se passer de politique, soit on n'y parvient pas, et alors, eh bien, la démocratie va devenir une démocratie religieuse au sens d'une religion démocratique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'une démocratisation de la religion chrétienne. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit de Sangnier. Ce qu'il redoute plutôt, c'est que la démocratie, ne pouvant pas assumer le politique finalement, eh bien, devienne une religion de substitution. Et le dilemme de Marc Sangnier, c'est cela finalement. Et finalement, toute la politique du Saint-Siège, enfin surtout sous Pie XI, va être marquée par cette idée d'une nécessité de christianiser la société en utilisant au fond finalement la faiblesse politique de la démocratie. Tout le pontificat de Pie XI est marqué par cette idée qu'au fond, puisque le politique s'effondre, eh bien l'Église va remplacer, au fond, va prendre la place du politique. Alors, on voit très bien aujourd'hui que il y a le rêve de Sangnier ne s'est pas réalisé. En revanche, son cauchemar est en train de se réaliser. C'est-à-dire que la christianisation de la société n'a pas eu lieu, c'est le moins qu'on puisse dire, et la démocratie, dès lors, s'étant vidée de son contenu politique, est devenue une sorte de religion de substitution. C'est la religion des droits de l'homme, c'est la religion des valeurs démocratiques, des valeurs de la République. Alors, en France, on dit les valeurs de la République, mais ce n'est plus une spécificité française. Ce qui est assez significatif, me semble-t-il, c'est de voir comment la démocratie dans le monde anglo-américain, finalement, eh bien, a changé elle-même de nature. Vous savez, il y a en droit anglais un adage célèbre, qui est en français, comme tous les adages de droit anglais, selon lequel le Parlement d'Angleterre peut tout faire, sauf changer un homme en femme. C'est la charte de la démocratie britannique. C'est-à-dire qu'on a ici un pouvoir politique, démocratique, le Parlement, voilà, mais qui se reconnaît une limite. Et cette limite, c'est la loi naturelle. Le Parlement britannique peut tout faire, sauf changer un homme en femme. Ça, il ne peut pas, parce qu'il y a la nature des choses. Voilà. Il y a une nature des choses devant laquelle, eh bien, le politique ne peut pas intervenir. Eh bien, aujourd'hui, le Parlement d'Angleterre peut tout faire, y compris changer un homme en femme. Il ne s'en est pas privé. Mais il faut bien voir que c'est une perversion totale de la conception anglaise du pouvoir politique démocratique. Et c'est plutôt, ici, une influence, me semble-t-il, de la conception de la démocratie qui a prévalu en France depuis la Révolution.
Donc, voilà, j'ai été très long, mais ce que je voulais essayer de vous soumettre comme base de discussion, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée que, au fond, la démocratie s'est vidée de son contenu politique, et au fur et à mesure qu'elle se vide de son contenu politique, elle se remplit d'un contenu qui ne peut être que religieux, parce que si elle ne prend pas, si elle n'occupe pas ce terrain religieux, eh bien, tout simplement, le politique étant complètement évanescent, l'armature de la société disparaît. Et l'exemple du coronavirus, hein, encore une fois, me paraît assez significatif. On a ici une épidémie qui menace, bon, on va faire comme si, hein, qui menace la vie de millions de gens. Il y a une solution, eh bien, on a un pouvoir politique qui est incapable de l'imposer, cette solution, et qui n'a d'autres ressources que d'essayer de convaincre la population d'adhérer à ce qu'il lui présente comme étant une nécessité. Mais cet épisode que l'on vient de vivre me semble révélateur, non pas de l'émergence d'une dictature, mais au contraire d'un effondrement du politique, d'une véritable évanescence politique, d'un pouvoir politique qui ne peut plus imposer une solution, qui ne peut plus prendre, qui n'est même plus à même de prendre une décision, d'effectuer un choix de nature politique. Et il y aurait ici beaucoup à dire encore sur la notion d'état de droit, hein, qui empêche, qui encadre justement la décision politique, et qui fait que cette décision est de moins en moins politique, tout simplement parce qu'elle est encadrée par tout un canevas de règles qui enserrent la décision politique et qui, dans certains cas, la rendent totalement impossible. Donc voilà, je crois que ce que je voulais essayer de vous dire ce soir, c'est cela, au fond, c'est qu'on a une sorte de système de vase communicant avec un effondrement du politique à l'intérieur du pouvoir démocratique et une émergence au sein de ce pouvoir d'un système de nature religieuse. Voilà les thèmes de discussion que je vous soumets. Il faut laisser le micro allumé. Hein. Comment ? Voilà, alors finalement, si j'ai bien compris, vous nous avez montré que la démocratie était le chancre naturel pour des oppositions religieuses. C'est ce que nous vivons de nos jours, puisqu'on a d'une part, on va dire, le transhumanisme et l'islam. Oui, alors... Puisque le rêve de Marx a échoué, le cauchemar que nous vivons, c'est celui-là, précisément. Alors, c'est celui-là, oui et non, parce que je crois que bon, le transhumanisme, c'est un petit peu l'horizon qui sert de, je ne vais pas dire de Graal ici, mais enfin, de substitut du paradis, en fait. Hein, c'est le but à atteindre. Voilà. Quant à l'islam, c'est autre chose, je crois, mais ce qui me paraît plus significatif encore, c'est le fait que la démocratie elle-même, à travers des valeurs qui sont présentées comme des valeurs inhérentes à la démocratie, eh bien, devient un système religieux. Un système religieux qui a évidemment ses dogmes, hein, qu'on ne peut que très difficilement contester. Bon, j'ai failli vous apporter cet exemple parce qu'il m'a fait à la fois bondir et en même temps sourire. Dans une des deux grandes revues juridiques hebdomadaires, il y a cette semaine un article sur la récente loi qui pénalise, qui interdit les thérapies de conversion. Cet article présente comme des évidences, mais de nature religieuse véritablement, que cette loi, eh bien, préserve justement les dogmes que représentent les valeurs démocratiques.
à savoir la liberté totale de se constituer comme on veut, de choisir son genre, hein, comme sont les termes de la loi elle-même d'ailleurs, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un dogme qui ne peut pas être remis en cause. Alors même que il y a une dizaine d'années, les pratiques qui sont aujourd'hui pénalement protégées étaient pénalement sanctionnées. Donc on a vraiment une inversion totale des valeurs, mais avec un changement de nature. C'est-à-dire que, si je prends cet exemple, parce qu'encore une fois il y a une actualité, par exemple de tout ce qui est modification de l'apparence sexuelle des personnes, vous avez là des pratiques de mutilation qui étaient en réalité prohibées, qui étaient sanctionnées pénalement jusque très récemment, mais qui étaient sur un plan juridique. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas la morale aux gens, hein, on disait simplement c'est interdit parce que c'est impossible, hein, parce qu'on ne peut pas modifier la nature d'une personne. On peut modifier son apparence, mais on ne peut pas modifier sa nature. La loi ne peut pas le faire, ça. Et le droit non plus. Donc on restait sur un terrain strictement juridique, si vous voulez. Aujourd'hui, la loi a une visée tout à fait différente. C'est-à-dire que l'opinion, le simple fait d'émettre une critique sur des pratiques autrefois interdites, eh bien, devient moralement inacceptable. Et ça, c'est un changement, me semble-t-il, tout à fait significatif de la nature du pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'a plus un pouvoir qui impose une solution, éventuellement par la loi, mais sans prétendre à une vérité absolue, hein, mais on a plutôt un pouvoir, enfin, qui est de moins en moins un pouvoir, justement, hein, mais qui, eh bien, ne cherchant même plus à être obéi, cherche à être cru. Et d'où a imposé une espèce de croyance générale qu'on ne peut pas remettre en cause. Alors, qui voudrait poser une question Merci. Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est un petit peu pour corroborer ce que vous dites. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de suivre les vidéos de Didier Raoult depuis le premier confinement. Peut-être que c'est un petit peu votre cas. Et ce que vous dites, en fait, fait vraiment écho à ce qu'il disait notamment dans ces, on va dire, dans ces 10 dernières vidéos, où il compare véritablement le discours politique par rapport aux mesures sanitaires à une religion. Et plusieurs fois, il le dit, il fait une comparaison avec les religions, tout ça. Et donc, du coup, je vais faire un lien supplémentaire que vous n'avez pas abordé, mais c'est le rôle des médias dans cette religion de la démocratie. Ce qui me rappelle d'ailleurs une phrase d'Éric Zemmour lorsqu'il a fait, je crois, ses vœux à la presse, où il les a comparés aux nouveaux prêtres de la société, au niveau prêtre du pouvoir politique et de la bien-pensance et de tout ça. Et c'est quand même très intéressant par rapport à ce côté religieux dont vous parlez, de voir qu'il y a eu à la fois la politique et les médias qui, enfin voilà, on nous a fait croire tout et n'importe quoi durant cette crise sanitaire. Oui, je crois qu'effectivement, tout système religieux a besoin de médiation. Nous avons su très bien faire ça pendant des siècles, hein, le christianisme, hein, que ce soit les mystères du Moyen-Âge jusqu'aux pièces de théâtre que les jésuites faisaient jouer dans leur collège. On a toujours besoin d'une médiation, comme ça, culturelle en quelque sorte. Hein. Alors évidemment, chaque religion a la médiation qu'elle mérite en quelque sorte. Hein. Évidemment, entre les pièces religieuses de Racine et les dernières émissions de télévision, il y a évidemment un abîme culturel, mais au fond, ça participe de la même idée. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez fait raison, une espèce de médiation culturelle qui fait qu'on va imprégner culturellement la société dans un certain nombre de croyances, moins légitimes. Et d'autre part, ce que vous avez dit également, me paraît aussi très significatif, on nous a fait croire tout et n'importe quoi. C'est la définition même de la croyance religieuse, je dirais en dehors du christianisme.
Bon, on est là on est là sous la croix, hein, donc on peut le dire. De toute façon, on peut le dire partout, même lorsque la croix n'est pas présente. Mais le christianisme est la seule religion, au fond, qui, et vous avez ici l'encyclique de Jean-Paul II, Veritatis Splendor, qui a cherché des raisons à la foi. Hein, c'est-à-dire qu'il est fides querens intellectum. Hein, c'est la foi qui poursuit la raison pour, évidemment, essayer de rendre raison, justement. Oui, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Ouais. Hein. Mais dans toute autre religion, plus c'est absurde, plus il y a de croyances. Hein. C'est-à-dire que, et là, je crois que ce qui peut-être nous empêche, en tant que chrétiens, de bien voir cette évolution, peut-être c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes imprégnés d'un système religieux dans lequel la raison joue un rôle essentiel. Alors que dans la plupart des autres systèmes religieux, je dis la plupart parce que je ne suis pas un spécialiste des études interreligieuses, mais il n'y a pas ce lien entre la foi et la raison. Et plus une croyance est absurde, au fond, plus elle suscite d'adhésion et de croyance. Et là, on est vraiment, me semble-t-il, dans ce type de système religieux. Alors, bah tiens, Alain. Merci. Moi, j'ai des questions concernant la chronologie de ce passage, comme vous avez expliqué, à la fois de cette démocratie politique à cette démocratie religieuse, et puis aussi de l'influence française au monde. Quels sont les jalons historiques, ou plutôt juridiques, selon votre parti, qui ont fait passer à ça? Merci. Bien, alors, c'est difficile de discerner justement les différentes étapes. Ce qui me paraît assez significatif, c'est que d'emblée, dans l'établissement de la démocratie en France, on a cette idée que finalement le vrai pouvoir, c'est le pouvoir religieux. Et que donc, ce qui est visé, c'est le religieux plus que le politique. Maintenant, la transformation de la nature de la démocratie de système politique à système religieux est une évolution qui est relativement récente malgré tout et qui est même en cours, je crois. Et là, l'élément qui est sans doute le plus important, c'est l'importance prise par la notion de droit de l'homme. Alors vous vouliez qu'on en parle, on est obligé d'en parler, et votre question me l'amène. Parce que là, véritablement, on a une transformation assez radicale de la démocratie sous l'emprise justement de cette théorie des droits de l'homme. Alors, ça se traduit par un certain nombre d'évolutions majeures, notamment pour ce qui est du cadre européen, évidemment, l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est absolument évident. On a, depuis de nombreuses années, une jurisprudence, si on peut dire, enfin, parce que c'est tout sauf du droit et de la prudence, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui tisse un véritable réseau autour des différents États pour justement enfermer ces États et dans une sorte de carcan pseudo-juridique qui les empêche de prendre des décisions politiques. Et ça me paraît vraiment tout à fait significatif. L'émergence de la notion de droit fondamental, hein, de manière plus générale, au-delà de la seule notion de droit de l'homme, et qui est à peu près concomitante dans tous les systèmes démocratiques. Alors c'est vrai dans les États membres du Conseil de l'Europe avec la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vrai aussi, alors là je ne m'avancerai pas vraiment parce que c'est un domaine que je connais mal, mais il me semble quand même que dans le système juridique américain, enfin des États-Unis, il y a aussi une évolution
marqué du rôle de la Cour suprême qui est très significatif à partir des années 60, je dirais, où la Cour suprême américaine, et ce sera le chemin suivi ensuite par la Cour européenne des droits de l'homme, va prendre position sur des questions véritablement de choix politiques, alors qu'à l'origine, la Cour suprême américaine est un contre-pouvoir qui est là pour limiter le pouvoir politique. Alors que, à partir notamment de la décision sur l'avortement, par exemple, eh bien, on a là une Cour suprême qui s'arroge au fond des choix politiques. Bon. Et on a un petit peu la même chose avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui, à l'origine, est conçue pour empêcher les États d'exercer leur pouvoir inconsidérément. Et, la Convention européenne des droits de l'homme, en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a pour but originel d'empêcher tout simplement la réitération des errements du positivisme juridique qui avait amené au nazisme. Vous savez, au début de la conférence, l'un d'entre vous m'a interrogé sur le positivisme juridique. Vous savez qu'il y a un grand théoricien du positivisme juridique, Hans Kelsen, un auteur autrichien, pas du tout nazi, qui était au contraire qui fut en Autriche l'arrivée des nazis, mais qui est celui qui a théorisé l'idée sur laquelle le droit, au fond, c'est uniquement la loi et la loi positive. Et lorsqu'on lui a demandé en 1945 est-ce que les lois nazies c'est du droit, il a répondu la mort dans l'âme, sans doute, mais il a répondu oui, parce que dans son système, il ne pouvait pas répondre autre chose. Et donc c'est pour éviter ce genre d'aberration, au fond, qu'on a élaboré cette Convention européenne des droits de l'homme qui s'est présentée comme une garantie, justement, pour empêcher l'État d'aller au-delà du domaine qui est le sien, qui est le domaine du politique. Or, aujourd'hui, et depuis très longtemps déjà, eh bien, la Convention européenne des droits de l'homme, interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme, est devenue une machine à pondre en réalité des normes de comportement qui eh bien, sont de nature morale, enfin si on peut dire, au sens que, pas au sens de la morale, mais au sens des mœurs, c'est-à-dire au sens que ce sont des règles de comportement qui visent directement le comportement des individus au-delà de ce que peut prévoir le droit de chaque État. Et ça me paraît, pour répondre à votre question, l'une des étapes fondamentales de cette transformation du pouvoir démocratique en un pouvoir de nature religieuse, parce qu'il est lui-même sous l'emprise de ces valeurs issues de cette espèce de texte devenu fou, qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Quand vous pensez qu'on est quand même parti, aujourd'hui vous avez toute une position de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, sur des questions d'ordre moral, par exemple sur le mariage entre personnes de même sexe, les unions entre personnes de même sexe, qui est fondé sur un texte de la Convention qui est le texte qui garantit le droit au respect de la vie privée. Entre la vie privée et le mariage entre personnes de même sexe, il y a quand même un abîme. Bon, alors, tout ça est très logique, c'est une espèce de logique absurde, mais c'est, voilà. Et là, on a vraiment, on est passé à autre chose. On a changé d'univers, et on l'a fait à partir de cette notion de droit de l'homme. Et simplement, mais là, je ne veux pas m'étendre trop, ou alors peut-être ça suscitera une autre discussion, c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il y a quelqu'un qui a parfaitement compris ça, c'est Jean-Paul II. Et lorsqu'il a repris cette notion de droit de l'homme, et il l'a fait d'emblée dans sa première encyclique. Dans sa première encyclique, il a une phrase sur les droits de l'homme, c'est une phrase capitale. Il parle des droits naturels et objectifs de l'homme. Les droits objectifs, ça change tout.
Ça change tout, parce que les droits de l'homme devenus fous, ce sont des droits subjectifs. C'est-à-dire, ce sont les droits d'un individu, le pouvoir d'un individu, purement subjectif. Jean-Paul II a essayé de renverser la notion, enfin plutôt de la remettre d'aplomb, si j'ose dire, à travers cette notion de droit objectif. Malheureusement, personne n'en a tenu compte, et aujourd'hui tout cela est malheureusement très, très oublié, y compris dans le magistère d'Église. Enfin voilà, c'était une tentative en tout cas. Donc, merci pour ce jalon. Moi j'ai une question, j'en proposerais bien un autre jalon qui est plus ancien, c'est-à-dire que au niveau de, je dirais, de la genèse de la République et de la démocratie française, il y a une variante, c'est Saint-Simon, c'est le saint-simonisme. Et dans le saint-simonisme, la base même du saint-simonisme, donc on est juste au début de la Révolution française, le principe du saint-simonisme, c'est d'évacuer le politique au profit des techniciens. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est la gestion, c'est l'administration. Les politiciens, ils ne valent pas grand-chose. C'est sa vision du monde. Et donc, je ne proposerai pas ça comme premier jalon, mais je dirais, c'est une question que je proposerais bien comme jalon l'arrivée au pouvoir des Saint-Simoniens avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire que grosso modo, avec Emmanuel Macron, tout le monde dit que ce sont les technos, donc les techniciens, disons les technocrates qui sont arrivés au pouvoir, et eux évacuent complètement la politique pour ne plus faire que de la gestion. C'est pour ça qu'ils proposent le tout en même temps, parce qu'à la limite, le en même temps, ils ne prennent pas de décision, et là on reboucle bien sur l'absence du politique. Tout peut se faire en même temps pour eux à partir du moment où on gère bien. Et est-ce que ça pourrait être un jalon de l'accélération de la disparition du politique au profit de la morale et donc de la religion démocratique? Oui, alors effectivement, c'est une idée tout à fait intéressante qui a été développée notamment par mon collègue Frédéric Rouvillois, qui a remis effectivement en honneur ce lien entre Saint-Simon et Macron. C'est vrai, j'apporterai quand même une nuance, mais on va retomber quand même sur Macron, vous allez voir, d'une manière différente. C'est-à-dire que pour les Saint-Simoniens, effectivement, le politique n'a plus lieu d'être parce qu'il est remplacé par la technique. Et les politiques sont remplacés par les techniciens. Bon, c'est vrai, mais il me semble que ce n'est qu'une partie quand même de l'évolution que nous connaissons. Alors bien sûr, il y a un pouvoir de plus en plus grand des techniciens, c'est vrai, mais ces techniciens-là, finalement, ils interviennent rarement de manière directe, parce qu'ils n'ont pas de prise sur la société, justement, en tant que techniciens. Ils passent par une médiation religieuse. Alors, j'en prends un exemple encore tiré du coronavirus, c'est le fameux conseil scientifique. Le conseil scientifique, c'est pas lui qui prend les décisions. Simplement, eux, ce sont les techniciens. Mais ces techniciens, ils ont besoin, finalement, d'une médiation politique, entre guillemets, pour faire passer les décisions, en fait, qu'ils souhaitent. Mais ils le font par le biais, non pas d'une autorité technique, ça pourrait être le cas, après tout, pourquoi pas, on pourrait avoir une autorité reconnue d'un certain nombre de techniciens. Bon, c'est pas vraiment le cas. On n'a pas vu les membres du conseil scientifique venir nous démontrer par A plus B qu'il fallait faire ça ou ça pour combattre le coronavirus. Non, on a eu des messages tels que celui-là, ouvrez vos fenêtres, du gouvernement. Et donc, il me semble qu'il y a bien, effectivement, une déliquescence du politique, mais qui n'est pas vraiment remplacée par les techniciens, mais qui est remplacée justement par le religieux. Et pour revenir à Macron, il y a chez Sangnier une formule qui est absolument extraordinaire. Sangnier est l'inventeur de la République en marche. Oui, la formule même de Sangnier, pour caractériser son action, c'est qu'il voulait mettre la démocratie en marche. C'est exactement l'expression qu'il utilise. Il voulait mettre la démocratie en marche. Voilà, elle est en marche. La République est en marche, mais enfin voilà, elle est en marche. Il y avait encore une autre question.
remercie, c'était vraiment très intéressant. J'avais juste une petite remarque. Dans votre démonstration, on a le sentiment que cette déliquescence du politique au profit d'un nouveau religieux, c'est presque quelque chose d'involontaire. Or, si on reprend ce qui a été, je pense, une intervention assez intéressante de Vincent Peillon, où il parlait du fait que justement les républicains de la Troisième République, constatant les échecs répétés des différentes républiques, disaient une république démocratique dans un pays catholique, c'est pas possible, donc il faut substituer au catholicisme une autre religion, qui est la laïcité. Donc en fait, c'est une démarche vraiment volontaire de destruction de la structure catholique du pays pour y substituer la laïcité, religion de la République. En fait, et là, je vous rejoins complètement sur le fait qu'on est bien dans un domaine religieux. Mais c'est pas quelque chose qui s'est fait, je dirais, presque de manière non naturelle, mais d'une manière vraiment volontaire par les républicains de la Troisième République. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Hein. Et d'ailleurs, justement, si j'ai pris l'exemple un peu symbolique des Tuileries et du Panthéon, c'est pour ça. Il y avait une volonté, là pour le coup, il y a une décision politique. C'est peut-être la dernière au fond, hein, mais elle a été prise. C'est absolument volontaire. Et c'est d'ailleurs, bon, étant là-dessus ce soir, mais dans le débat entre Sangnier et Maurras, c'est en grande partie la réponse de Maurras, que Maurras fait à Sangnier. Maurras répond à Sangnier, vous voulez christianiser la société pour que la disparition du politique soit tenable, mais la place est prise. La place est prise parce que vous n'allez pas christianiser la société elle est en train d'être déchristianisée par justement la République qui veut lui substituer une religion de substitution. Tout à fait, c'est effectivement une volonté délibérée. Alors, une dernière question, si vous voulez bien. Oui, c'est un peu lié à la précédente. En fait, est-ce que ce serait possible de faire une distinction basique, mais en même temps c'est difficile, entre démocratie et république? Parce que finalement, vous évoquez le tournant d'une démocratie qui vire à la religion. Moi, en entendant le discours politique actuel, de ces hommes politiques qui s'expriment très souvent, on a l'impression que c'est plutôt la République qui est divinisée. D'ailleurs, ils le récitent ils invoquent la République comme un mantra. D'ailleurs, ça crée la suspicion quand certains candidats disent « Vive la République » et surtout « Vive la France ». Et donc, je vais savoir, c'est vrai qu'en France, on a l'impression que la République est plus qu'une République. Et vis-à-vis de la démocratie, un peu si vous pouvez revenir sur cette distinction. Bon, alors je vais essayer de le faire brièvement, mais là, la question est redoutable, parce qu'on pourrait y passer la nuit. Alors, si vous voulez, dans le contexte français, la République, quand même, est assimilée à la démocratie au sens des valeurs. C'est-à-dire qu'initialement, c'est vrai, la République en France est distincte de la démocratie. La démocratie est plutôt un concept anglo-américain, c'est vrai. Gréco-romain? Alors oui, ça c'est autre chose, là on est dans un autre univers. Mais à l'époque moderne, si vous voulez, alors qu'en France, c'est vrai qu'on a plutôt mis l'accent sur la République, mais la République entendue dans un premier temps dans un sens très, très négatif, comme pour reprendre la formule d'Anatole France, l'absence de roi, tout simplement. C'était la dénomination d'un vide en réalité. Mais ce qui me paraît aujourd'hui apparaître sous nos yeux, c'est une sorte de convergence en réalité entre la démocratie dans son versant anglo-américain et la République dans son versant français, convergence qui s'effectue à travers les valeurs. Les droits de l'homme aussi. Voilà, les droits de l'homme, exactement. Les droits de l'homme, voilà, les droits de l'homme qui sont la dénomination commune, si vous voulez, de ces valeurs. Mais on parlera plus volontiers aujourd'hui de valeurs démocratiques, avec, dans le discours politique, une certaine tendance à faire de la République distincte justement de la démocratie, une sorte de notion quasiment réactionnaire. Lorsque Alain Finkielkraut parle de République, on le traite de réactionnaire, parce qu'on le soupçonne de ne pas être absolument démocrate, au sens d'adhésion aux valeurs de la démocratie. Et donc là, il y a une espèce de glissement qui s'effectue, où la République, au fond, elle-même s'est vidée de son contenu idéologique
pour être absorbés par les valeurs démocratiques. Bon, mais ça, effectivement, ce sont des mouvements de fond, mais qui sont des mouvements très sur la longue durée et qui en plus sont difficiles à décrypter dans la mesure où les termes eux-mêmes sont tellement polysémiques que il devient quand même difficile de s'y retrouver à la fin. Enfin voilà, la réponse que j'offrais très brièvement à votre question fondamentale, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une unification autour des valeurs. Eh bien, nous vous remercions vraiment chaleureusement. Je crois qu'on peut encore applaudir.